Bonjour à tous. Je vous remercie tout d'abord d'être présent sur ce sujet qui paraît dans un premier temps un peu exigeant, mais comme le disait Paul Loup, effectivement, l'une des missions de notre revue, c'est de reposer des questions, vraiment d'inventer des questions dans le domaine de l'éthique. Et cette question autour de l'avenir, euh, elle se posait bien avant la pandémie de manière très régulière à l'espace éthique Île-de-France sous la forme de discussions autour d'une forme d'avenir fermé. Alors, quand nous parlons des développements récents de la génomique qui nous promettent de révéler notre prédisposition à développer une pathologie, la modélisation informatique de systèmes complexes qui nous permet de prévoir l'évolution, par exemple, du climat dans 100 ans, les études démographiques qui nous incitent à anticiper les enjeux du vieillissement de la population. L'idée que l'avenir est écrit d'avance s'exprime souvent dans nos groupes de travail. Ces projections, issues des recherches scientifiques, des statistiques, de l'économie, de la médecine, de toutes ces activités scientifiques, partagent un point commun. Elle nous invite à calculer et à simuler pour planifier et anticiper les évolutions à venir à partir des tendances inscrites dans le présent. Et donc, en cela, elle ferait disparaître l'idée même d'un avenir possible, d'un avenir incertain et d'un avenir qui ne serait pas d'ores et déjà écrit. Or, le surgissement de la crise sanitaire du coronavirus nous a fait prendre conscience d'une autre forme d'avenir fermé, qui est une forme d'avenir fermé qui vient, si on veut, en miroir du premier. Donc cet avenir fermé est d'une certaine manière plus ouvert que jamais. Jamais nous n'avions vécu une telle incertitude scientifique, existentielle et politique. Si bien que cette ouverture trop grande semble fermer nos horizons plutôt que les ouvrir. Donc les appels au monde d'après, qui ont fleuri après la première vague de la pandémie, lors du déconfinement et qui ont été oubliés très vite suite au déconfinement, ont été effectivement balayés par l'impréparation, par la fatigue, par l'angoisse du lendemain, qui est une forme de fermeture de l'avenir. Donc c'est comme si, à travers ces deux figures contradictoires de l'avenir fermé, on vivait aujourd'hui une crise de l'avenir. Alors que l'avenir soit compris comme un déterminisme trop fort ou au contraire une émergence trop féconde, comme un chemin tout tracé ou comme une voie à frayer, euh, comme une ouverture trop large ou au contraire comme une forme trop forte de détermination, il semble que l'avenir nous échappe toujours et qu'il se révèle par son impossibilité. Donc dans un monde trop stable, l'avenir est étouffé. Dans un monde trop mouvant, l'avenir ne se forme tout simplement pas dans les esprits et dans les pratiques. Donc c'est dans ce contexte que la possibilité même de l'avenir est devenue une question d'éthique. Donc ces réflexions nous interrogent sur les dimensions sociales et politiques de la notion d'avenir ouvert. Qui décide de l'avenir de qui? Peut-on décider de l'avenir d'un enfant, d'une population? De quelle manière? Est-ce que finalement, penser que l'avenir ouvert est une chose positive, est-ce que finalement, c'est pas une manière de papillonner en laissant toutes les possibilités ouvertes sans jamais décider? Par exemple, de décider de politique pour essayer de stopper le réchauffement climatique, pour promouvoir une forme de liberté et d'ouverture, justement. Donc, penser un avenir ouvert, est-ce que ça n'est pas aussi occulter en quelque sorte notre interdépendance? Est-ce que ce n'est pas une volonté de contrôler sa vie, les processus naturels? Est-ce que ce n'est pas une forme de démesure? Donc on le voit, cette notion d'avenir ouvert a aussi à voir avec les notions de responsabilité, de choix démocratique, de contrôle, de limite, de sagesse, d'auto-limitation et de prudence. Donc on le voit, c'est une vraie notion d'éthique. C'est une notion en tout cas qu'on peut travailler avec les outils qu'on développe dans la réflexion éthique. Alors on peut, pour avancer dans la réflexion, se demander à quel avenir ouvert est-ce qu'on peut aspirer. Donc il y a plusieurs pistes de réflexion qui permettent de dessiner ce que serait un avenir ouvert pour nourrir la réflexion. Alors moi, je vois 5 types différents d'avenir ouvert. Alors on peut concevoir l'avenir ouvert de manière conservatrice ou plus exactement préservatrice, à la manière de Hans Jonas, comme une boussole qui permet d'éviter les écueils qui mettraient en danger la permanence de la vie humaine et de la vie tout court sur Terre.
Donc il s'agit alors de privilégier la perpétuation possible du monde et de préserver le potentiel évolutif de notre environnement social et écologique. Donc ça, c'est une première vision. La deuxième vision de l'avenir ouvert est beaucoup plus projective et utopique. À la suite d'Ernst Bloch, on peut voir l'avenir ouvert comme une manière de cultiver nos capacités à créer des utopies et un horizon pour explorer les possibilités objectives du réel. Voilà. D'autres penseurs se sont situés dans cette logique, comme Ivan Illich dans son livre Libérer l'avenir, par exemple. La troisième manière de concevoir l'avenir ouvert, en contraste avec cette dimension plus utopique, a été développée par Joel Feinberg, qui est un chercheur américain dans les années 80, qui définit l'avenir ouvert selon un point de vue libéral comme la préservation du maximum d'opportunités effectives offertes à un individu à chaque moment de son existence. Donc l'avenir ouvert est alors pensé comme un nouvel avatar de l'égalité des chances. Si on veut l'avenir ouvert pour lui, l'égalité des chances, c'est une forme d'avenir ouvert. Mais plutôt que comme ouverture de tous les possibles et de tous les choix à chaque moment de sa vie, une autre chercheuse américaine, Claudia Mills, infléchit cette idée en considérant que ce droit à l'avenir ouvert réside davantage dans l'autonomie présente de l'individu et dans sa capacité de choisir ce qu'il croit être le mieux pour lui. Il s'agit alors, sous la forme de l'avenir ouvert, de préserver cette capacité de choix et d'autodétermination à la fois dans le présent et dans le futur. La quatrième forme, le quatrième avatar de l'avenir ouvert, c'est l'avenir ouvert sous la forme d'un droit à l'ignorance. Donc ça, c'est une notion qui a été développée notamment par Paul Louveil-Dubuc dans un article qui pourra peut-être vous envoyer via le chat. Donc par exemple, avant de faire un test génétique pour connaître ses prédispositions au cancer du sein, avant d'analyser, je ne sais pas, la montée des eaux, pour savoir s'il est souhaitable ou non d'acheter une maison au bord de la mer, ou avant d'étudier les perspectives macroéconomiques avant de créer son entreprise, se pose une question fondamentale. Est-ce qu'on décide de savoir ou de ne pas savoir? Est-ce que le savoir est quelque chose qui nous ouvre l'avenir ou est-ce que c'est au contraire une dimension qui nous ferme l'avenir? Est-ce qu'on doit choisir de savoir pour mieux prévenir la maladie, par exemple, pour mieux prévenir la montée des eaux, pour mieux prévenir les crises économiques, ou bien choisir de ne pas savoir pour conserver cette part d'insouciance qui donne le sentiment d'un avenir ouvert et peut-être aussi le goût de vivre. Donc paradoxalement, les deux choix peuvent ici se faire au nom d'un avenir ouvert. Donc un avenir ouvert par un savoir qui me permettra d'agir de manière plus informée, ou un avenir ouvert comme une disposition existentielle à vivre sans se soucier du lendemain. Donc voilà, c'est deux formes différentes de l'avenir ouvert qu'on peut penser à travers ce droit à l'ignorance. Et enfin, la cinquième manière de voir l'avenir ouvert, c'est un avenir qui se voudrait intrinsèquement incertain. Voilà. C'est un avenir qui est essentiellement insaisissable, inconnu, imprévisible, inanticipable. Et ce qui relèverait de l'avenir et de l'avenir ouvert serait précisément cette part d'inanticipable et d'imprévisible qui peut prendre la figure de la fuite, de la rupture, de l'arrachement radical avec la chronologie des événements. Alors après, il y a d'autres penseurs qui pensent que cette vision de l'avenir ouvert peut être extrêmement déstabilisante et infertile, comme on a pu le voir d'ailleurs durant la crise du Covid-19, où on voit que la déstabilisation n'ouvre pas vraiment la voie à un nouvel avenir, mais au contraire a tendance à le fermer, au moins dans un premier temps. On verra ce qui se passe par la suite et si ça permet d'ouvrir de nouvelles voies. Voilà. Pour l'instant, en tout cas, on ne le sait pas. Alors, je vais vous présenter les différentes contributions qui se situent dans ce cadre de réflexion et qui permettent d'approfondir la définition et les implications éthiques de l'avenir ouvert. Donc, parmi ces contributions, il y aura les deux contributions donc, de Renaud Etier et de Françoise Oudéhier-Robert qui vont nous être présentées ce soir. Donc, la première contribution qui ouvre le dossier, la contribution de Marc Ognadi, qui s'interroge sur la création d'un droit à un avenir ouvert dans le contexte où l'autonomie de la personne et l'ouverture de l'avenir est remis en cause par les technologies numériques.
donc Marc Hunyadi essaye de penser cette notion d'avenir ouvert à travers ces nouvelles technologies du numérique et la manière dont on pourrait les encadrer de manière démocratique, si on veut. La deuxième, le deuxième texte, c'est le texte de Renaud Etier, qu'on aura le plaisir d'écouter tout à l'heure, qui est professeur en sciences de l'éducation et de la formation à l'Université catholique de l'Ouest, à Angers. Et Renaud Etier aborde la conception du temps en anthropocène à l'heure où les conséquences des changements climatiques et environnementaux se multiplient. Voilà. Alors ensuite, Amalena Guegno se demande s'il est possible d'apporter des réponses à cette crise de l'avenir et à la catastrophe environnementale sous la forme du projet, en analysant cette idéologie du projet qui s'est développée depuis les années 80, et elle essaye de repenser cette idéologie du projet et donc de la projection dans l'avenir au regard justement de ces crises sanitaires et environnementales. Alors ensuite, Camille Rollins, qui est sociologue, déplace un petit peu le sujet à travers des travaux sociologiques en étudiant la France périphérique sous l'angle de l'égalité des chances. Et il analyse les milieux populaires et ruraux pour montrer en quoi le collectif peut influencer les possibilités offertes aux individus dans leur parcours de vie. En quoi ça peut être à la fois une marche ou un facteur limitant. Et c'est souvent, selon lui, un facteur limitant. Dans le champ du droit, donc Sultana Abalache Zerari envisage le droit à l'oubli comme une manière d'étendre les libertés publiques, donc une manière de ne pas être déterminé par son passé et de pouvoir aussi donner une place salutaire à l'oubli, notamment en matière judiciaire, pour ce qui est de la circulation des informations en ligne. Puis Françoise Oudéhière-Robert, qui nous présentera également son article ce soir, qui est psychologue clinicienne au service de génétique et au centre de référence des anomalies du développement aux Hospices civils de Lyon, aborde les enjeux éthiques du partage des données lors d'une analyse génomique. Donc elle a écrit cet article-là avec Massimiliano Rossi et Marcella Gargiulo. Et enfin, dernier article que je vous présente, celui de Florent Trockné-Lopez, qui conclut le dossier en traitant de la crise sanitaire du coronavirus et de la place de la démocratie, en soutenant que la démocratie est le mode de gouvernement le plus apte à assumer une part d'incertitude par la délibération collective. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je propose de laisser la parole à nos intervenants, à nos deux participants au dossier Vivre et penser un avenir ouvert. Donc peut-être tout d'abord, je laisse la parole à Renaud Etier, voilà, qui va aborder la thématique de son article et donc la conception du temps et de l'avenir en anthropocène.